911, Carrera, Cayman. Ces noms résonnent comme la promesse d'une expérience mécanique sublime, où chaque virage devient l'expression d'une précision viscérale. L'essence même de Porsche reposait sur ces sensations authentiques. Aujourd'hui, la Taycan silencieuse remplace le grondement iconique du Flat Six. Imaginez un maestro soudainement privé de son orchestre. Le poids des batteries écrase l'agilité légendaire. Et le prix, exorbitant pour une autonomie décevante. Comment est-il possible qu'une légende automobile se transforme en une pâle copie de son glorieux passé? La trahison de Porsche envers son héritage semble consommée. Dans le monde automobile, peu de questions suscitent autant de débats passionnés que celle-ci. Comment une voiture propulsée par un moteur placé en porte-à-faux à l'arrière peut-elle défier les lois fondamentales de la physique? Pourtant, c'est précisément ce paradoxe technique qui a forgé la légende Porsche depuis près de 6 décennies. La 911, née en 1963, incarnait à elle seule une hérésie mécanique dans un monde où les ingénieurs s'accordaient à dire qu'une telle configuration était vouée à l'échec. Ce qui aurait dû être une aberration s'est transformé en signature. Le Flat Six, refroidi par air, installé en porte-à-faux de l'essieu arrière, créait une sonorité incomparable et un comportement unique. Malgré ses modestes 130 chevaux initiaux, la 911 offrait des sensations que les chronos ne pouvaient quantifier. Cette connexion viscérale avec la route, où chaque vibration transmet une information au conducteur, reste gravée dans la mémoire des puristes. L'évolution de la 911 représente le cas d'école du perfectionnement continu sans trahison. Génération après génération, Porsche a affiné sa formule sans jamais abandonner l'architecture controversée. La 930 Turbo a introduit la suralimentation, la 964 les 4 roues motrices, la 993 la suspension multibras, chaque itération perfectionnant l'ensemble sans en modifier les fondations. Les 24 heures du Mans 1979 illustrent parfaitement cette réussite paradoxale. Dérivée de la 911, la 935K3 triompha face à des prototypes spécialement conçus pour l'endurance, transformant ce prétendu handicap technique en avantage décisif sur l'asphalte détrempé. Cette prouesse technique transcende le simple exploit d'ingénierie pour créer un lien émotionnel unique. Ce n'est pas juste une voiture, c'est un prolongement de soi-même, témoignait un collectionneur possédant 3 générations de 911. Cette relation presque mystique s'apparente davantage à celle d'un musicien avec son instrument qu'à la simple possession d'un objet mécanique. Le génie de Porsche réside également dans cet équilibre entre performance extrême et utilisabilité quotidienne. Contrairement à ses rivales italiennes souvent capricieuses, la 911 a toujours pu servir de voiture principale. 2 places arrière utilisables, un coffre avant pratique, une fiabilité légendaire, ces attributs lui permettent de s'intégrer dans le quotidien, comme la 911 SC des années 70 à 80, affrontant aussi bien l'école alpin que les embouteillages parisiens. Cette polyvalence explique la fidélité exceptionnelle des clients Porsche, avec un taux de rétention supérieur à 80%. La progression technique parfaitement calibrée encourage naturellement le passage d'une génération à la suivante, créant une communauté dont l'attachement frôle parfois le culte. L'ironie ultime est que ce qui devait être le talon d'Achille de la 911 est devenu sa plus grande force. Le moteur en porte-à-faux arrière offre une motricité exceptionnelle et une agilité unique. Cette erreur de conception a défini l'ADN même de la marque, son caractère indélébile que les connaisseurs identifient instantanément au premier virage. L'ADN, si précieusement préservé pendant des décennies, allait pourtant subir une mutation radicale au début des années 2000. Imaginez la stupeur des puristes quand Porsche, gardien intransigeant de l'authenticité sportive, annonça son premier SUV, une décision qui allait transformer non seulement son catalogue, mais aussi sa clientèle fondamentale. 2002 marque une date charnière dans l'histoire de la marque allemande. L'annonce du Cayenne provoque alors un véritable séisme dans le monde automobile. Les magazines spécialisés s'interrogent ouvertement sur cette trahison apparente, tandis que sur les forums d'amateurs, les commentaires indignés fusent. Comment ose-t-il dénaturer l'héritage Porsche? Cette hérésie automobile cristallisait toutes les inquiétudes des puristes. Derrière cette initiative controversée se cachent des motivations essentiellement financières. La pression des actionnaires pour augmenter les volumes et améliorer la rentabilité a poussé les dirigeants de Stuttgart vers de nouveaux territoires commerciaux. Le segment lucratif des SUV premium promettait d'assurer la pérennité économique de l'entreprise. Les ingénieurs Porsche affrontèrent alors un dilemme cornélien.
Comment faire cohabiter 2,5 tonnes avec l'ADN Porsche, dont la signature repose historiquement sur l'agilité et la légèreté? Telle une gazelle forcée de porter une armure, le Cayenne devait composer avec cette contradiction fondamentale. Les compromis techniques étaient inévitables. Malgré tous les efforts pour affiner son comportement routier, le poids imposant du Cayenne interdisait fondamentalement la sensation caractéristique des sportifs de la marque. Les systèmes électroniques sophistiqués tentèrent de masquer cette réalité physique, mais pour les connaisseurs, la différence restait flagrante. Le succès commercial fulgurant du Cayenne a ouvert la voie à une diversification du catalogue. Le Macan, SUV compact, puis la Panamera, grande berline luxueuse, ont définitivement ancré Porsche dans une nouvelle ère où la sportivité pure n'était plus l'unique préoccupation. Cette évolution a transformé radicalement la clientèle Porsche. Les passionnés de conduite, prêts à sacrifier confort sur l'autel des sensations, ont progressivement cédé leur place à des familles aisées recherchant un véhicule statutaire. L'écusson est devenu, pour beaucoup, un badge de prestige social plutôt qu'un symbole d'excellence mécanique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, plus de 70% des ventes mondiales proviennent des SUV Cayenne et Macan, une réalité impensable 20 ans plus tôt. La mutation s'observe également dans les concessions. Autrefois temple dédié à la performance, ces espaces accueillent aujourd'hui des clients préoccupés par le volume du coffre plutôt que par la position du moteur ou la répartition des masses. L'ironie de cette situation ne manque pas de saveur. Les bénéfices générés par ces véhicules non Porsche financent paradoxalement le développement des modèles sportifs traditionnels devenus presque des vitrines technologiques. La stratégie s'est avérée brillante économiquement. Le Cayenne a littéralement sauvé Porsche d'une situation financière périlleuse. Mais l'âme de la marque s'est diluée, transformant un constructeur de voitures de sport d'exception en une marque premium généraliste. Tandis que l'âme de Porsche se diluait déjà dans sa transformation en marque premium généraliste, un coup bien plus fatal se préparait dans l'ombre. En 2015, une décision allait ébranler jusqu'aux fondations même de la philosophie Porsche. L'abandon progressif du moteur thermique, ce cœur vibrant qui avait fait palpiter des générations d'amateurs. Stuttgart annonçait alors en grande pompe sa vision électrique avec le concept Mission E, présenté comme la révolution du siècle dans l'univers automobile de luxe. Le discours officiel regorgeait de promesses mirobolantes. Autonomie impressionnante, recharge ultra rapide, performance supérieure. Sur le papier, la formule semblait parfaite. Les dirigeants de Porsche nous vendèrent le rêve d'une sportivité préservée, mais modernisée. Pourtant, derrière ces belles paroles, se cachait une réalité bien différente. Ce virage électrique était directement provoqué par une pression réglementaire implacable, non par conviction. Les normes européennes d'émissions de CO2 menaçaient le groupe Volkswagen d'amendes astronomiques. La transition vers l'électrique représentait une obligation dictée par Bruxelles, compromettant d'emblée l'authenticité de la démarche. Le développement de la Taycan s'est effectué dans une précipitation inquiétante. Les ingénieurs, habitués à peaufiner leur création pendant des années, affrontaient un cahier des charges impossible. Concevoir une voiture électrique conservant l'ADN Porsche malgré des contraintes contradictoires. Légèreté contre batterie massive, sensation mécanique contre propulsion silencieuse. En 2019, la première Porsche 100% électrique était dévoilée au prix stupéfiant de 109 000 €. Cette somme considérable n'était que le début du désenchantement. Les performances réelles se sont révélées bien inférieures aux chiffres annoncés pendant 4 années de teasing marketing. Imaginez un passionné, propriétaire d'une 911 Carrera depuis 20 ans, prenant place dans une Taycan pour la première fois. Au lieu du vrombissement caractéristique du flat six, il n'entend qu'un silence artificiel. La vibration du moteur qui transmettait chaque nuance de la route a disparu. Dans un virage, il ressent immédiatement les 2,3 tonnes qui écrasent l'asphalte, antithèse parfaite de la légèreté historique de Porsche. Ces 2,3 tonnes incarnent l'abandon complet de la philosophie fondatrice de la marque. Comment une voiture aussi massive pourrait-elle perpétuer l'esprit d'agilité et de précision chirurgicale qui a fait la renommée de Porsche? Ce poids colossal transforme fondamentalement l'expérience de conduite, la rendant plus lourde, moins intuitive, artificielle. Pour cette transition électrique, Porsche a englouti plus de 6 milliards d'euros qui auraient pu perfectionner les modèles emblématiques ou développer des solutions hybrides plus fidèles à son héritage. Les puristes ont exprimé leur désarroi devant cette électrification forcée. La connexion viscérale entre conducteur et machine disparaissait au profit d'une expérience aseptisée, standardisée, interchangeable avec d'autres véhicules électriques premium. Parallèlement, la Taycan échouait à conquérir suffisamment de nouveaux clients. Trop chère pour séduire massivement, trop éloignée de l'ADN Porsche pour convaincre les inconditionnels, elle se retrouvait
dans un entre-deux commercial périlleux qui allait bientôt se traduire dans les chiffres de vente. Derrière cet entre-deux commercial périlleux se cache une réalité bien plus sombre que Porsche ne voudrait l'admettre. Au-delà du vernis triomphant des communiqués officiels, les chiffres bruts racontent une histoire radicalement différente. Ce décalage sidérant entre la rhétorique commerciale et l'implacable vérité comptable révèle l'ampleur des difficultés que traverse la marque allemande. La distorsion médiatique orchestrée par Porsche masque difficilement l'échec cuisant de ses objectifs initiaux. La marque avait annoncé avec assurance une production annuelle de 40 000 Taycan pour justifier son investissement pharaonique. La réalité comptable, moins de 25 000 exemplaires vendus en 2022, représentant un déficit de 37,5% par rapport aux projections. Pendant ce même exercice, Tesla continuait d'écouler davantage de modèle S, un modèle pourtant vieux d'une décennie, une éternité dans l'univers technologique. La stratégie de conquête s'avère particulièrement défaillante. Les études de marché démontrent que la majorité des acquéreurs de Taycan sont d'anciens clients Porsche, et non les nouveaux acheteurs tant convoités. La marque réalise simplement une redistribution interne de sa clientèle existante entre ses différentes gammes, avec une rentabilité considérablement réduite comme conséquence directe. Le coût de développement atteint des proportions vertigineuses. Les 6 milliards d'euros investis, rapportés au nombre d'unités effectivement écoulées, représentent un investissement de plus de 240 000 euros par Taycan vendu. Une somme astronomique impossible à amortir, même en intégrant les futures générations du modèle. Ce gouffre financier suscite désormais l'inquiétude croissante des actionnaires qui commencent à exiger des comptes. Sur le terrain commercial, les signes d'essoufflement s'accumulent. Les stocks grandissent discrètement dans les concessions, phénomène rarissime pour une marque habituée aux listes d'attente. Des remises commencent à apparaître, habilement dissimulées sous forme d'options offertes ou de financements avantageux. Pratique inédite pour un modèle censé incarner le segment premium et habituellement vendu au prix catalogue. Ces difficultés se reflètent brutalement dans la valorisation boursière du constructeur. Depuis son introduction en bourse tant médiatisée, l'action Porsche a chuté de 30%, dégringolade directement corrélée aux doutes croissants concernant la viabilité de sa stratégie électrique. Les investisseurs institutionnels, initialement séduits par le récit d'une transition maîtrisée vers l'électrique, commencent visiblement à voter avec leur portefeuille. Le désastre financier se manifeste clairement dans l'effondrement des marges. Alors que chaque 911 vendu génère une marge opérationnelle enviable dépassant les 20%, la Taycan peine à atteindre l'équilibre financier unitaire, une fois intégrés tous ses coûts. Cette chute spectaculaire des bénéfices, soigneusement masquée dans les résultats consolidés du groupe, explique la nervosité palpable qui règne désormais dans les étages supérieurs du siège de Stuttgart. La nervosité des dirigeants de Stuttgart n'est que le symptôme visible d'une crise d'identité profonde. Quand une Taycan électrique partage plus de sensations de conduite avec une Audi qu'avec une 911, c'est toute la philosophie Porsche qui s'effondre, une philosophie fondée sur une expérience sensorielle unique que l'électrification semble avoir anéantie. Au cœur de cette dénaturation se pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait l'essence même d'une Porsche ? Pour les connaisseurs, la réponse se trouve dans ce dialogue intime entre l'homme et la machine. Un dialogue aujourd'hui réduit au silence dans l'habitacle aseptisé de la Taycan. La masse et l'uniformisation sensorielle constituent les deux piliers de cette tragédie mécanique. Malgré l'utilisation de matériaux composites et d'alliages légers, la Taycan affiche sur la balance près de 800 kg supplémentaires par rapport à une 911. Cette surcharge pondérale anéantit l'agilité légendaire qui définissait l'expérience Porsche, tandis que le rugissement caractéristique du Flat Six a cédé la place au silence clinique des moteurs électriques. Comme un violoniste virtuose contraint de jouer sur un instrument désaccordé, la Taycan exécute parfaitement les partitions techniques mais sans jamais atteindre la résonance émotionnelle d'une vraie Porsche. Plus insidieuse encore est la disparition de cette connexion directe entre le conducteur et les organes mécaniques. Dans une 911, chaque mouvement du volant génère un retour immédiat, une réponse physique non filtrée. La Taycan interpose plusieurs couches de médiation électronique entre l'intention du conducteur et son exécution. Ce gain en précision clinique se traduit par une perte dramatique en authenticité et en ressenti brut. La standardisation technologique amplifie ce phénomène de dilution identitaire. Les composants électriques de la Taycan partagent une architecture fondamentalement similaire avec d'autres véhicules du groupe Volkswagen. La différenciation entre une Taycan et une Audi e-tron GT devient largement artificielle, reposant davantage sur des réglages logiciels que sur une véritable philosophie mécanique distinctive.
La disparition progressive des éléments distinctifs qui ont fait la renommée de Porsche accentue cette perte d'identité. La boîte manuelle, la sonorité unique, la réactivité mécanique immédiate ont été sacrifiées. Ces composantes, considérées par certains comme anachroniques à l'ère numérique, constituaient pourtant l'essence même de l'expérience Porsche. Les études sur l'importance des sensations dans l'expérience de conduite des voitures de sport sont formelles. Le son, les vibrations et le retour haptique sont essentiels pour créer cette connexion émotionnelle entre le conducteur et son véhicule. En les supprimant, Porsche n'a pas simplement modifié sa propulsion, elle a rompu un pacte tacite avec ses clients les plus fidèles. Au-delà de cette trahison sensorielle, la Taycan cache des défaillances bien plus concrètes que Porsche s'efforce de minimiser. Imaginez payer plus de 150 000 € pour une voiture censée incarner l'excellence allemande, mais qui vous abandonne sur l'autoroute après seulement 200 km. Est-ce vraiment cela, l'avenir glorieux promis par Stuttgart? Premier constat accablant, l'autonomie réelle en conditions normales. Un propriétaire parisien témoigne avoir dû s'arrêter 2 fois lors d'un simple trajet vers Deauville, transformant un voyage de loisir en exercice de planification logistique. Les évaluations indépendantes confirment cette réalité embarrassante. Sur autoroute, l'autonomie plafonne rarement au-dessus de 250 km. La cause principale, une consommation électrique démesurée de 30 kWh au 100 km à vitesse stabilisée. Concrètement, un Paris-Lyon exige obligatoirement une recharge intermédiaire, contraignante et chronophage. Pour une marque ayant bâti sa réputation sur les trajets longue distance à haute vitesse, cette régression constitue une trahison fondamentale. Une fois l'autonomie épuisée, c'est au tour des systèmes électroniques de manifester leur fragilité. Un banquier suisse raconte comment sa Taycan s'est subitement éteinte sur l'autoroute tous écrans noirs, nécessitant un remorquage humiliant jusqu'au concessionnaire. Cette sophistication technologique devient le talon d'Achille de la Porsche nouvelle génération. Ailes et pannes totales se multiplient, écran inopérant, propulsion en mode dégradé sans raison apparente. De nombreux propriétaires se retrouvent immobilisés après une simple mise à jour logicielle défectueuse. Ces mêmes mises à jour, censées améliorer l'expérience, transforment parfois leur Porsche en sculpture allemande immobile. Pour une clientèle habituée à une fiabilité mécanique exemplaire, cette dépendance aux algorithmes représente une rupture inacceptable du contrat de confiance. Et lorsque ces 2 premiers problèmes semblent résolus, surgit alors le 3e échec, plus insidieux, la dégradation accélérée des batteries. Un entrepreneur allemand a constaté avec effroi une perte d'autonomie de 70 km après seulement 40 000 km parcourus. Les données collectées auprès d'utilisateurs réguliers montrent une perte de capacité atteignant 20% après 50 000 km. Ce vieillissement prématuré inflige une double peine. L'autonomie, déjà insuffisante à l'état neuf, diminue davantage tandis que la valeur du véhicule s'effondre proportionnellement. La situation devient catastrophique face au coût de remplacement d'une batterie. Plus de 35 000 €, approximativement un tiers de la valeur initiale. Cette somme colossale anéantit toute perspective d'entretien à long terme, contrairement au modèle classique dont la longévité justifiait l'investissement. La conséquence directe se manifeste sur le marché de l'occasion où la Taycan subit une dépréciation sans précédent. 40% en 2 ans d'utilisation. Cette chute vertigineuse traduit la méfiance grandissante des acheteurs avertis face aux risques techniques et financiers de cette première génération électrique. Cette dégringolade sur le marché de l'occasion n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe d'erreurs stratégiques fondamentales. Tandis que Ferrari maintenait jalousement son ADN tout en évoluant progressivement, qui tirait véritablement les ficelles chez Porsche? L'influence grandissante du groupe Volkswagen et la valse des dirigeants ont-elles sacrifié l'âme de la marque sur l'autel de la rentabilité à court terme? Depuis 2015, l'instabilité monte en flèche dans les coulisses de Porsche, révélant une crise managériale sans précédent. Cette période coïncide exactement avec le virage électrique radical de la marque et la rotation accélérée des cadres supérieurs. En 2021, la nomination d'Oliver Blume au poste de PDG marque un tournant décisif, érodant progressivement la vision historique qui avait bâti le succès de Porsche pendant des décennies, comparable au désastre de Kodak refusant d'embrasser le numérique tout en abandonnant son cœur de métier. Le syndrome du court-termisme s'est installé dans les bureaux de Stuttgart. La pression constante du groupe Volkswagen pour partager les plateformes a contraint Porsche à compromettre son identité distinctive. Les désaccords sur les priorités de développement ont généré des tensions internes destructrices, substituant l'excellence technique à une logique purement comptable. L'obsession des volumes de vente constitue une déviation majeure de la philosophie originelle.
Porsche, autrefois positionné comme marque d'exception, s'est métamorphosé en constructeur de masse déguisé en label premium. Cette dilution a directement affecté les ventes des modèles emblématiques comme la 911, désormais noyée dans une gamme toujours plus large, visant à conquérir de nouveaux segments de marché. Le constructeur de Maranello, Ferrari, offre un contraste saisissant. Il a maintenu son ADN tout en intégrant l'électrification à travers des hybrides sophistiqués, sans jamais renier son héritage sportif. Cette approche mesurée a préservé la valeur de la marque et la fidélité de sa clientèle historique, tandis que Porsche privilégiait une rupture brutale, aliénant ses ambassadeurs les plus passionnés. L'annonce de l'abandon des moteurs thermiques pour 2030 illustre cette course irréfléchie. Cette déclaration audacieuse, formulée avant la maîtrise complète des technologies électriques, a semé l'inquiétude parmi puristes et collectionneurs. Une entreprise réputée pour sa vision stratégique s'est engagée radicalement dans une voie technologique encore incertaine. L'erreur fondamentale réside également dans le positionnement de la Taycan. Au lieu de la présenter comme une branche complémentaire enrichissant la gamme existante, la direction l'a implicitement désignée comme l'avenir de la marque, voire une remplaçante spirituelle de la légendaire 911. Cette perception a provoqué un rejet viscéral chez de nombreux clients traditionnels. En 2023, les tensions entre Porsche et Volkswagen atteignent leur paroxysme autour de cette stratégie controversée. La perception que Porsche sacrifie son identité pour satisfaire les exigences du groupe crée un malaise palpable, tant en interne qu'auprès de la clientèle avertie. Cette subordination progressive aux impératifs financiers a terni l'image d'indépendance qui caractérisait autrefois la marque emblématique de Stuttgart. Un vent de réalisme semble enfin souffler sur les hautes sphères de Porsche. Les récentes déclarations de la direction indiquent une prise de conscience tardive, mais nécessaire, des impasses de l'électrification forcée. Thomas Schaeffer, PDG du groupe Volkswagen, évoque désormais ouvertement un possible retour partiel au moteur thermique. Cette volte-face stratégique, impensable il y a encore quelques mois, place Porsche face à un dilemme cruel. Reconnaître l'échec de sa vision tout électrique et risquer une humiliation publique, ou s'obstiner dans une voie qui aliène sa clientèle historique. Face à ce carrefour existentiel, Porsche peut-il restaurer son identité après l'avoir sacrifiée sur l'autel de la modernité? Comment reconstruire un héritage technique qui définissait la marque de Stuttgart? L'histoire nous enseigne que les grandes marques ne survivent pas en reniant leur essence fondamentale, mais la question demeure. Est-il déjà trop tard pour que Porsche retrouve les valeurs qui ont fait sa grandeur?